Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Laurent Walter est né à Lyon. Il est devenu professeur des écoles en 2007 et depuis 2018, il s'est mis en disponibilité pour pouvoir se consacrer entièrement à son projet, monécole.fr. Aujourd'hui, Laurent habite dans l'Ain et travaille à Villefranche-sur-Saône. Il se définit comme un ancien instit heureux. Il a enseigné essentiellement en cycle 3 et c'est initialement pour partager son travail avec ses collègues qu'il a créé monécole.fr. Laurent a réussi à construire un environnement professionnel qui correspond parfaitement à ses aspirations. On y retrouve la création, le jeu, la lecture et l'écriture. Il faut forcément être un peu joueur pour tout remettre en question comme ça et se lancer dans une nouvelle carrière. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que le pari est presque gagné et Laurent va, je l'espère, nous en dire un peu plus sur son activité et ses projets dans ce 42e épisode de Prof, etc. Laurent Walter, bonjour. Bonjour Christophe, ravi d'être ici avec toi. Quand vous vous êtes mis devant votre ordinateur ce matin, vous aviez combien de mails non lus dans votre boîte de réception? C'est une bonne question. J'ai pas eu le réflexe de les compter, mais je crois que j'ai arrêté depuis longtemps de les compter. Généralement, alors j'ai plusieurs boîtes pour gérer les différents types de messages que je reçois, et on va dire que l'écran de mon ordinateur, je ne vois pas le bout sur chacune des boîtes, donc c'est qu'il y en a, on va dire suffisamment. Plus ce serait trop. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Laurent? Oh ben, un regard pas nostalgique, et en même temps, voilà, j'ai eu une enfance rêvée, pas de problème particulier, une famille aimante, donc oui, je regarde un regard très positif. Prof, etc. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève? Mon meilleur souvenir, alors ce serait généralement les souvenirs avec les copains, mais si on doit rester plus précisément sur des moments de classe, je pense que c'est au primaire avec un enseignant avec qui j'ai même gardé un petit peu contact. On faisait un journal de classe et c'était quelque chose qui m'a beaucoup intéressé tout de suite, et c'était très agréable de pouvoir écrire et puis ensuite distribuer son journal dans le village. Un très bon moment. Alors plus tard, vous avez été quel genre d'adolescent? Dans la continuité d'une enfance tranquille, j'étais un adolescent tranquille, plutôt rigoleur, plutôt gentil, je pense, et pas toujours sérieux, mais suffisamment pour qu'on puisse me faire confiance. Donc, on va dire un adolescent sans problème. Alors, est-ce que ces expériences à l'école et plus tard au collège ou au lycée ont influencé le choix de l'enseignant que vous êtes devenu, et ensuite cette capacité également à vous remettre à plat pour vous lancer dans cette reconversion? Je saurais pas dire si c'est cette enfance-là qui a joué sur la suite. Sûrement inconsciemment. J'ai toujours pris, on va dire, les choses avec plutôt de la légèreté, et c'est peut-être ça qui m'a permis de faire ensuite j'ai toujours fait un petit peu ce que je voulais, ou en tout cas essayer de le faire, et parfois à tort, hein. Quand on est en classe, on peut pas toujours exactement faire ce qu'on veut, mais parfois à raison par la suite. Donc c'est peut-être ça le fil rouge de ma vie, entre guillemets.
Alors, monécole.fr est né alors que vous étiez encore en classe. Aujourd'hui, c'est une start-up, on peut appeler ça une start-up. Est-ce que vous pouvez nous résumer la genèse et l'évolution de ce projet? Oui, alors tout d'abord, je ne sais pas si j'appellerais ça une start-up. Alors, c'est un peu le mot à la mode, on va dire. Donc, du coup, pourquoi pas? En soi, une start-up, pour moi, c'est un certain modèle économique qu'on ne suit pas du tout, c'est-à-dire une expansion rapide avec des moyens injectés, tout ça. Nous, on est toujours que deux dans la société, moi et mon beau-frère. Donc, on est plus à faire les choses, on va dire, à notre rythme, tranquillement. On se précipite pas. Donc, en ce sens-là, on se rapproche pas forcément d'une start-up, on va dire. Et pour faire la genèse un petit peu de l'histoire, c'est à la base, j'étais en classe tout simplement, comme de nombreux collègues. Et puis, je passais beaucoup de temps sur ce travail-là, à l'époque où j'avais pas encore d'enfants. Et du coup, j'ai commencé à vouloir partager un petit peu ce que je faisais dans ma classe à travers un blog qui s'appelait déjà Mon École. Et puis, comme j'aimais beaucoup le numérique et que je voulais l'utiliser en classe et que je trouvais pas forcément ce que je voulais, j'ai commencé à créer des outils numériques. Et ça m'a amené petit à petit à créer des outils, puis à rencontrer un petit peu des gens qui voulaient les utiliser également. Et puis de fil en aiguille, ça prenait beaucoup de temps. Donc j'ai décidé de sauter le pas. Alors récemment, grâce à Mathias Lavaux du podcast S'élever ensemble, je me suis repenché sur la lecture d'un petit livre de Fernand Deligny qui s'appelle Graines de crapule et qui est un recueil d'aphorismes parmi lesquels il y a cette phrase « Lorsque tout marche bien, il est grand temps d'entreprendre autre chose ». C'est tout vous, ça, non ? Eh ben, je connaissais pas du tout, mais en effet, je me reconnais bien là-dedans. Alors, j'ai eu beaucoup de chance pour l'instant, je touche du bois. J'ai jamais quitté quelque chose parce que je ne l'aimais plus, c'est-à-dire que j'étais en classe, j'adorais ça. Et puis, j'ai eu l'opportunité de devenir conseiller TIS parce qu'il y avait des besoins dans la Sarco où j'étais. Et je l'ai essayé pour tenter quelque chose. J'ai adoré ça. Et ensuite, j'ai pu me consacrer à temps plein à ces outils que l'on crée actuellement, toujours avec plaisir. Donc, j'ai toujours quitté quelque chose que j'aimais pour faire quelque chose que j'aime encore plus. Donc, j'ai beaucoup de chance, je ne vais pas dire le contraire. En ce sens, la phrase que tu as dit me correspond pas mal. Chacune de vos idées prend la forme d'un site que l'on retrouve dans monécole.fr. Il y a Rallye Lecture, la classe numérique, le petit bureau, etc. Vous pouvez nous faire l'état des lieux de ce que vous mettez à disposition des élèves et des enseignants aujourd'hui ? Oui, alors sans essayer d'être trop long. Oui, en effet, on a différents outils. Selon les domaines, par exemple, en effet, Rallye Lecture, ça va être pour créer des concours de lecture, des rallyes lecture, comme on appelle ça à l'école primaire. On a Matero qui permet de travailler le calcul mental selon le principe des ceintures de compétences. La classe numérique qui a vu le jour le plus récemment et qui permet de créer des plans de travail en ligne. Alors, Edouard, que vous avez eu il n'y a pas très longtemps dans votre émission, je dirais que ce n'est pas des plans de travail, mais des feuilles de route. On n'est pas forcément d'accord sur le terme, mais voilà. Et puis après, à côté de ça, on essaye aussi de faire d'autres choses un peu différentes, des livres et des jeux. Oui, j'ai vu la naissance d'Escape Game. J'ai essayé là de faire le premier. Je suis arrivé au bout. J'étais fier de moi. Et c'est très réussi en tout cas, très 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 réussi. Eh ben c'est gentil. Alors ça reste un peu confidentiel les escape games parce qu'au final, alors ils sont inclus dans Matero quand on a un abonnement à Matero et donc du coup on n'a pas forcément un suivi très très complet. On sait pas exactement le nombre de classes qui l'ont utilisé, donc c'est pour ça que je dis que ça reste confidentiel. En revanche, pour l'instant, on a des bons retours dessus, donc c'est le plus important au final. Alors, lorsque vous avez une nouvelle idée, il vous faut combien de temps pour qu'elle prenne forme et qu'elle apparaisse dans l'environnement de monécole.fr ? Alors, c'est assez variable. Ce qui n'est pas variable, c'est que quand j'ai une nouvelle idée,
on va dire que je m'y attelle très vite. C'est-à-dire, j'ai tendance, et c'est sûrement un défaut, à assez vite laisser de côté une ancienne idée pour la remplacer par une nouvelle. Donc, il y a beaucoup de projets qui naissent. Il y en a pas beaucoup au final qui aboutissent parce que voilà, il y en a certains dans le lot qui aboutissent. Et généralement, on essaye de faire toujours ça vite, donc on se consacre complètement aux nouvelles idées. Donc un escape game, ça peut aller très vite en 2 mois de travail. Après, un site comme par exemple Classe Numérique a demandé plus de temps. Aujourd'hui, vous vous consacrez exclusivement à vos projets dans le cadre de monécole.fr. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se déconnecter de la réalité de l'école? Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre ce contact? Eh ben, ce sera toujours le risque, c'est sûr. Alors, ma femme est en classe toujours, et puis comme beaucoup d'instits, j'ai beaucoup de copains qui sont instits eux-mêmes, donc j'essaye de garder un petit peu le pied toujours, mais c'est sûr que là, ça fait la 3e année que je suis plus avec les élèves, et donc forcément, on perd un petit peu certaines habitudes, etc. Donc voilà, c'est sûr, on est déjà passé de l'autre côté de la barrière parce que désormais on vend des choses pour les collègues, donc c'est un peu différent. Ça faisait un petit peu peur au début de passer de ce côté-là. Et puis pour l'instant, je me sens pas trop loin de l'école. J'espère que ça le restera le plus longtemps possible. Prof, etc. On voit naître ici et là de plus en plus de projets d'enseignants, surtout dans la sphère numérique d'ailleurs. Ça s'accélère peut-être aussi avec le contexte lié à la pandémie de Covid-19. Est-ce que les profs sont en train de muter en une sorte de communauté d'entrepreneurs de la tech? C'est une bonne question. Je pense pas que ce soit une communauté d'entrepreneurs. Après, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de personnes chez les instituts, qui créent des projets, alors plus ou moins loin du numérique, mais moi je trouve ça très chouette en fait. Plus il y aura de projets et plus il y aura de possibilités offertes aux élèves. On veut pas forcément être les seuls dans ce monde-là. Donc au contraire, moi je trouve ça très bénéfique, surtout quand les projets viennent du terrain et que c'est des collègues qui se lancent, voilà, qui ont une bonne idée et qui veulent aller un petit peu au bout de cette idée-là. Alors c'est vrai, ma question précédente pouvait paraître un peu extrême, j'en conviens, mais c'est vrai que le numérique apporte une plus-value aux enseignants. En quoi cet apport, selon vous, modifie la posture de l'enseignant? Eh ben, alors, comment répondre à cette question? Pas si simple. Moi, je pense surtout que le numérique apporte beaucoup aux élèves. En tout cas, c'est ce que nous, on essaye de mettre en avant. On fait surtout des choses tournées vers les élèves. C'est pas forcément des outils enseignants. Et en fait, l'enseignant, en effet, lui va changer de posture parce que il y a tout un tas de choses qui vont être un petit peu plus automatiques et plus simples à mettre en œuvre pour lui. Et donc, il va se dégager du temps pour faire des choses qu'il n'a pas forcément toujours le temps de faire en classe, c'est-à-dire prendre du temps plus en individuel avec certains élèves, faire plus de remédiation et moins d'entrée dans des apprentissages. Donc, je pense que ça change un petit peu ça. On a un regard peut-être plus réflexif quand on se déleste d'une partie un peu automatique et correction. Alors j'ai encore une question à propos du petit bureau. On a pas mal d'ingrédients d'un environnement numérique de travail. Est-ce que vous allez orienter le petit bureau dans ce contexte-là et le proposer en tant qu'ENT? C'est sûr qu'au final, on s'en rapproche un petit peu et de plus en plus. La volonté de base n'était pas de faire un énième ENT, mais c'était plutôt de rassembler des petits services très simples qui vont alors, rendre service aux collègues, c'est-à-dire avoir un traitement de texte en ligne où les élèves vont pouvoir directement nous envoyer le travail parce que c'était une contrainte qu'on a en classe. Faire taper le texte aux élèves, c'est très bien, mais quand après il faut récupérer avec une clé USB tous les textes sur l'ordinateur de la salle info, c'est un peu fastidieux. Donc c'est tout un tas de petits services comme ça qu'on a voulu développer. Et donc, au fur et à mesure, comme on en a rajouté, ça s'est rapproché un petit peu d'un ENT. Mais c'était pas forcément la volonté de départ. Et puis
Et puis voilà, je sais pas. Est-ce que vous avez pour projet de développer cet aspect-là du petit bureau? On va continuer à faire sûrement de nouvelles choses qui vont pouvoir rendre service. Par contre, il y a une chose à peu près sûre, c'est qu'on va pas jamais se déclarer en tant qu'ENT puis essayer de postuler sur les marchés académiques, parce que c'est vraiment quelque chose qui, moi, ne m'intéresse pas. Donc, je suis très content. Pour l'instant, on a la chance de pouvoir rencontrer les collègues en direct qui viennent à notre travail sans passer par des subventions ou des réunions avec les académies, etc. Et monter des gros dossiers administratifs. J'espère que je n'aurai jamais à le faire. Prof, etc. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison, Laurent? Pas simple. C'est pas simple parce que ça m'arrive souvent et c'est souvent pour des bêtises. Donc je me rappelle pas, et puis même si je me rappelais, je suis pas sûr que ce serait quelque chose de très intéressant à raconter. Mais je suis plutôt d'un naturel rieur. Donc même dans les bureaux, on a un petit bureau maintenant avec mon beau-frère et on passe une bonne partie de la journée, à rigoler. Donc voilà, ce sera pour des petits détails comme ça. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel? Alors, un moment préféré de ma journée. Au niveau personnel, ce serait l'histoire du soir. Je pense pas avoir déjà raté une histoire du soir avec mes filles, et c'est quelque chose que je souhaiterais garder encore longtemps. Et puis au niveau professionnel, c'est avoir des retours enthousiastes sur ce qu'on fait. C'est toujours agréable d'avoir un peu l'avis des gens sur son travail. Alors j'ai lu quelque part que vous passiez du temps notamment à assurer le SAV des différents projets qui existent sur monécole.fr et que vous preniez un plaisir à répondre aux gens. Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, alors un plaisir. Alors ça dépend peut-être les moments, parce que si on pense au confinement, le dernier confinement, enfin le premier, on va dire, a été pour le coup très difficile pour nous, parce qu'on avait clairement, on est deux. Mon collègue, il était sous l'eau parce que fallait maintenir les serveurs à jour et modifier en permanence pour que ça tienne bon. Et moi, j'étais le seul à répondre aux mails, et il y en avait un peu plus de 1200 par jour. Donc ça a été un peu compliqué. Dans ces moments-là, on prend peut-être un peu moins de plaisir quand il est 4 heures du matin. Mais la plupart du temps, j'en ai quelques-uns. Et j'aime bien parce que d'une, j'ai l'impression de faire gagner un peu de temps aux enseignants si je réponds bien à leurs questions. Et puis, comme je vous dis, on a des gens très bienveillants qui utilisent nos outils. Donc, c'est rarement des messages de collègues qui râlent parce que ça fonctionne pas ou parce que ça correspond pas à leurs besoins. C'est plutôt des messages très sympathiques. Donc, c'est toujours agréable. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous? C'est des questions pas simples, tout ça. La valeur qui a le plus de sens, je dirais peut-être la bienveillance. J'aime bien, voir des gens bienveillants, alors que ce soit les collègues avec leurs élèves, mais même dans la société civile, c'est-à-dire les gens qui partent avec un a priori positif sur quelqu'un qu'ils rencontrent. Ça se passe généralement mieux que ceux qui arrivent avec méfiance. De quelle manière parvenez-vous à intégrer cette valeur dans votre pratique professionnelle au jour le jour? Je sais pas si j'y arrive. J'essaye d'être toujours bienveillant, mais est-ce qu'on essaye de l'insérer dans nos pratiques professionnelles? C'est difficile de répondre à cette question. Je n'ai pas d'exemple concret. Faudrait que j'y réfléchisse plus longtemps, puis je vous renvoie une réponse plus tard. Il y aura peut-être une saison 2, donc je vous rappellerai, bien sûr. Prof, etc. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier? C'est pas simple de se lancer des fleurs sur quelque chose qu'on sait bien faire. Je pense que c'est l'enthousiasme. J'ai toujours
de bonnes raisons de vouloir faire quelque chose et j'ai toujours envie de les faire. Alors, pas sur tout exactement, mais généralement, voilà, au niveau professionnel, quand je fais quelque chose, je le fais volontiers. Et donc, même si ça fonctionne pas tout de suite, j'ai tendance à persévérer facilement. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui ? Sûrement un chanteur, un musicien, un Tom York ou quelque chose comme ça, chanteur de Radiohead. Je pense que ils vivent des journées pas banales et ça doit être assez grisant d'être sur scène pour faire ce qu'ils font. À propos de rock'n'roll, je vais vous poser ma prochaine question. Comment vous définissez le succès ? C'est être une rockstar, tout simplement. Il y a pas. Je sais pas. Je pense que le succès, c'est déjà un mot difficile à cerner. Si on parle de réussite plutôt, là où j'aurais l'impression d'avoir réussi, c'est si je pouvais ne faire que des choses qui me sont agréables tout le temps, pouvoir créer de nouvelles choses et que je pouvais faire ça sans peur du lendemain, ce serait une belle réussite, je pense, pour moi. Alors voilà, on arrive pratiquement au terme de cet entretien. J'ai encore une question à vous poser, la dernière. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les 2 prochaines années ? De faire la saison 2 de Prof, etc. et puis aussi de continuer à avoir la chance de faire ce que je veux au niveau professionnel, comme c'est le cas depuis pour la 3e année, de pouvoir faire écrire un livre pour essayer, faire des jeux. Parce que j'aime ça, créer des nouveaux outils un peu différents de ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc si j'avais le droit de continuer à faire ça encore quelques temps, ce serait chouette. Bien, merci Laurin d'avoir accepté mon invitation. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec vous. Un plaisir partagé. Merci à vous pour l'invitation et puis à bientôt pour une prochaine saison. Je mettrai toutes les références sur monécole.fr et les différents projets qu'on y retrouve en description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Et vous pouvez également y laisser des commentaires. Si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.